Juste deux mots. GT, c'est quoi? On parle de quoi? Alors, GT, c'est une société d'ingénierie principalement, avec comme but, j'ai créé cette société maintenant il y a 16 ans, ça ne me rajeunit pas. Et il y a 16 ans, je travaillais dans le monde du moteur à combustion. Je n'irai pas plus loin, de la compétition, moteur à combustion. Puis je me suis posé des questions par rapport à mes objectifs personnels et la vie que j'avais du futur, justement. Et je me suis dit, mais ça devient complètement fou, ces moteurs thermiques. On met énormément d'efforts pour développer des moteurs, de gagner quelques dixièmes de seconde sur une piste de course. Je me suis dit que ça avait plus de sens, on a fait le tour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va donner avec tout ça dans le futur? J'avais pas encore vu arriver de loin la crise que nous vivons au niveau écologique. Mais à cette époque-là, je me suis dit, ce serait quand même mieux de pouvoir traiter la mobilité à travers des produits renouvelables. Bon. Et je me suis dit, mais les trains, finalement, ça fait 100 ans que ça marche avec l'électricité. Les moteurs électriques, on sait que ça marche et que c'est fiable. Pourquoi on n'a pas ça sur nos routes? Je me suis très vite aperçu que le problème, il était le stockage de cette énergie électrique dans un élément mobile indépendant. Les trains, ils ont l'avantage de faire toujours le même trajet au même endroit, sur les mêmes rails. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que la batterie est une solution, mais la batterie, tous ceux qui ont des voitures électriques connaissent les limites, hein, principalement peu d'autonomie et pas énormément de puissance. Donc, j'ai approfondi, je me suis aperçu qu'il y a un endroit où ils n'emploient pas de batterie et qu'ils utilisent de l'électricité, c'est l'espace. Et ce que peu de gens savent, c'est que ça fait plus de 60 ans que l'espace utilise des piles à combustible. Alors, ce qui est assez rigolo, la pile à combustible, c'est ni une pile ni du combustible. Ça utilise de l'hydrogène. Le mot pile veut dire empiler et combustible. L'hydrogène est un combustible, mais il n'est pas employé en tant que combustible dans une pile à combustible. Ça, c'est les joies de la langue française et de la traduction. Je reviens sur mon sujet, sur le pourquoi GreenGT, donc. Et je me suis dit que la pile à combustible est quelque chose qu'il va falloir mettre sur terre et exploiter correctement. Donc après, j'ai fait un travail de fond en vérifiant que potentiellement, au niveau financier, c'était à terme exploitable, donc que le prix de l'énergie pouvait être comparable à celle du pétrole, et que le prix d'une voiture à pile à combustible ou d'un élément voiture, avion, bateau pouvait aussi être extrêmement rentable par rapport à ce que l'on a aujourd'hui en voiture. Et donc, je me suis aperçu, et les calculs m'ont prouvé que c'était juste, et j'ai lancé l'entreprise qui aujourd'hui a comme but de développer des systèmes piles à combustible et surtout à terme d'aider les entreprises à les industrialiser. Voilà. Les particuliers, mais aussi les professionnels. Les particuliers, il y a l'électrique, c'est déployé partout. Il y a des batteries. Et les professionnels, c'est notre affaire. Ils doivent faire plus de kilomètres quand même. Alors exactement. Alors, si on regarde bien la mobilité dans le sens large du terme, il y a trois types de mobilité. Il y a les transports publics, la première chose. Ensuite, il y a le transport professionnel, principalement lié aux marchandises. Et après, il y a le transport privé, qui est, on peut dire, plus ludique. Si on prend le premier, le transport public, l'objectif, c'est d'économiser avec un effet d'échelle, et principalement dans les villes. Pour traiter ce problème au niveau futur, on est déjà bien avancé, parce que si vous regardez au niveau des transports publics, la plupart des transports publics aujourd'hui sont quand même déjà utilisent des énergies vertes, principalement. Il y a encore des efforts, c'est sûr, mais on est déjà bien avancé. On a en tous les cas les bonnes pistes, en tous les cas de mon point de vue. Pour la deuxième partie, et qui est la partie mouvement de marchandises. Alors là, c'est air, terre et mer. Hein. Il y a les bateaux, il y a les trains, il y a les camions, les avions. Là, on est quand même un peu embêté. Parce que si vous regardez bien, la majeure partie de ce que l'on transporte est transporté à travers quoi? À travers le pétrole. C'est des diesels principalement. Et même le train, c'est ce que vous disiez au téléphone. Et le train, 50% des trains sur la planète sont pas électriques. En France, on fait bien lotir. On a vraiment un réseau électrique très, très, très bien développé. Mais en Allemagne, ils ont plus de trains à diesel que de trains électriques, typiquement. Et je parle pas de l'Amérique latine et ces pays-là qui ont que des machines diesel. Donc là, il y a un effort important à faire. Donc je reviens sur la petite idée que j'ai eue il y a 16 ans, en me disant, le problème des professionnels,
c'est qu'on peut pas leur mettre une batterie. Parce que si vous mettez une batterie dans un camion, c'est une aberration totale. Parce que un camion, c'est fait pour transporter de la marchandise. Et si vous mettez une batterie dans un camion, vous allez mettre 5 tonnes de batterie. Et le camion va passer plus de temps à pousser sa batterie qu'à pousser la marchandise. Et en plus, moins longtemps parce qu'une batterie n'a pas de capacité pour aller très loin. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. L'hydrogène, dans ce cas de figure, permet de remplacer le sujet. Mais il est clair qu'il y a 15 ans, quand je me suis dit il faut que j'utilise l'hydrogène pour le transport professionnel, la première chose qu'on m'a dit, t'es un nous rêveur, ça marchera jamais. Ça, c'est quelque chose que la plupart des inventeurs et des pionniers entendent, que j'ai entendu pendant plus de 12 ans. Mais aujourd'hui, je suis arrivé au point où je voulais arriver, qui était de démontrer qu'avec un système de pile à combustible, donc 100% propre, hein, ce qui sort de la voiture que vous avez vu devant, ce n'est que de l'eau. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet, on ne génère que de l'eau. On part de l'eau, d'accord? On fait de l'électrolyse, donc on génère de l'hydrogène et l'oxygène, on stocke l'hydrogène, et on va utiliser cet hydrogène pour recréer de l'eau, de l'électricité et de la chaleur à travers un processus chimique. Ça, c'est la pile à combustible aujourd'hui. Cette pile à combustible, il fallait prouver que ça fonctionne et que c'est exploitable au niveau professionnel. Pour ça, j'ai exploité les connaissances que j'avais en compétition pour faire une voiture de course, parce que c'est l'élément le plus compliqué. Une voiture de course, on a très peu d'espace, on a besoin d'un poids minimum, et surtout, on a besoin de beaucoup de puissance. Le deuxième élément, c'est que j'ai choisi une voiture de course d'endurance, c'est-à-dire pas de la Formule 1, qui est du sprint, mais une voiture qui va faire 2 heures, 24 heures de course, des voitures d'endurance, pour montrer que ça a un lien direct avec l'exploitation professionnelle que l'on pourrait avoir de cette pile à combustible. Et donc, j'ai réussi mon pari, puisqu'il y a 2 ans, pas cette voiture, la suivante, a fait pendant une année les courses d'endurance, pendant la Michelin Le Mans Cup, et donc a pu être en compétition contre des voitures à essence, avec la même puissance, le même rapport poids-puissance, et surtout la même endurance. Donc pour moi, le message, il est clair, c'est à travers ce projet, on a mis en évidence que l'on peut remplacer quelque chose de polluant comme une voiture à essence par une solution entièrement écologique et qui ne rejette que de l'eau, avec le même niveau de service. Pardon. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous répondez à des tas de questions en même temps. Donc, mais c'est super. On se laisse porter. Alors, du coup, je vais jouer un peu la mouche du coche. Parce que moi, l'hydrogène, donc là, en vous écoutant, je dis, ben, c'est super. Mais que n'a-t-on pas fait plus tôt et qu'est-ce qu'on attend pour le déployer? Et puis, j'entends aussi, ouais, mais, et là, on va essayer d'éliminer certains mythes, du coup, ce qui nous apparaît qu'on a eu. Oui, mais c'est compliqué, c'est lourd, c'est cher. Alors, on commence par quoi? C'est compliqué. Ouah, c'est super compliqué. Infrastructure, j'imagine. Alors, effectivement, je pense que Bertrand hier a bien mis le point en exergue, c'est que pour faire de la mobilité, il faut de l'énergie. Et ça, c'est aussi un point clé que l'on doit traiter pour l'avenir. L'énergie, c'est la clé et il faut l'économiser. Donc, aujourd'hui, pour vous donner une échelle, un moteur à essence ou diesel, c'est un rendement, donc son efficacité est de 30% maximum, 35%. Si on regarde une batterie, on est au-dessus de, alors il faut que je parle en français, désolé, c'est 90% d'efficacité. La pile à combustible est aux alentours de 60%. Donc entre un moteur diesel et une pile à combustible, on a un facteur 2 en termes d'économie d'énergie. Donc finalement, je peux faire, sur le même niveau d'énergie, faire marcher 2 fois plus de voitures électriques qu'hydrogène que de voitures à essence. Et ça, c'est le début de l'économie. Maintenant, on revient sur l'aspect complexité. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas compliqué. L'hydrogène à fabriquer, alors là, c'est un peu plus compliqué que ce que je vais expliquer, mais à la base, c'est extrêmement simple. Prenez un verre d'eau, vous mettez de l'eau, évidemment, vous mettez 2 clous et une petite pile d'1,2 volts, et vous verrez que sur chacun des clous, il y a des petites bulles qui apparaissent. Et ben, d'un côté, vous aurez l'oxygène, et de l'autre côté, vous avez l'hydrogène. Ça, c'est l'électrolyse de l'eau. C'est tout bête, et c'est très simple. Maintenant, il faut le faire au niveau industriel. Donc, ça va prendre du temps. Mais par contre, on sait que c'est faisable et simple. Donc, il faut le faire, et c'est ce qui est en train de se préparer. Ça va prendre du temps, hein, et fabriquer de l'hydrogène de façon verte et massive, il y en a encore pour
des années, voire des dizaines d'années, mais en tous les cas, le processus est lancé, parce que là, c'est un processus qui est plutôt politique, il faut que les gouvernements s'y mettent. Il faut une trajectoire politique. Et là, du coup, on va revenir hein, sur le c'est lourd et c'est cher, mais là, du coup, on imagine que si ces trajectoires ne sont pas mises en place, c'est qu'il y a des forces contraires, des vents contraires. Alors, les vents contraires, c'est principalement l'être humain. On est tellement habitué à notre essence et à la facilité d'exploiter ce liquide que d'avoir quelque chose qui est soit un gaz, soit un liquide très froid, eh ben, on a un peu de réticence et principalement, c'est un des effets. Après, il y a des effets politiques, évidemment, il y a des lobbies, des choses comme ça. Mais ça, de nouveau, ça va gentiment s'estomper parce que la roue tourne et les générations tournent aussi. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que si vous regardez les enfants, et je parle même des enfants assez âgés, jusqu'à 30 ans, ils ont déjà oublié le moteur à essence. Ils sont plus passionnés par ça. Ils sont avant tout passionnés par ce qui est électrique. Et tant mieux, parce que c'est eux qui vont faire le passage. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est à eux qu'il va falloir prouver maintenant qu'en termes d'économie, c'est rentable. Parce que le dernier point important, c'est que si on veut que ce changement s'opère, il faut que ça soit moins cher que l'essence. Et là, on n'y est pas encore. Il y a du boulot. Ça, c'était effectivement un des gros points qu'on vous oppose en général, qu'on vous oppose, c'est le c'est cher. Et c'est lourd, mais le c'est lourd, vous le prouvez avec la voiture qui est là, bah, c'est pas si lourd finalement, si vous arrivez à faire la compétition. Alors effectivement, c'est pas si lourd. Il faut voir d'où on part. Hein. Les voitures, ça fait plus de 100 ans que c'est en développement. La voiture que vous avez là, elle a juste 7 ans de développement. Donc il y a quand même une petite marge de travail. Et d'un autre côté, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'une pile à combustible et un moteur électrique, c'est 5 fois plus simple qu'un moteur thermique. C'est pas ce que vous voyez dehors parce qu'il y a beaucoup de câbles, mais parce que ça, c'est une voiture expérimentale. Mais dans une pile à combustible, il y a 5 fois moins de pièces et en plus, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a que de l'air, de l'hydrogène et de l'eau qui fonctionnent. Et donc, c'est d'une efficacité et d'une stabilité qui est indestructible. Et c'est bien pour ça qu'on l'a envoyé dans l'espace il y a 60 ans. Hein. Donc sur la sécurité, vous y répondez aussi. Ah bah, la sécurité, si vous demandez à des pompiers ou à la NASA, ils vont vous dire que l'hydrogène, c'est moins risqué que de l'essence. Typiquement, un réservoir d'hydrogène, quand vous avez un problème de sécurité, en moins d'une minute et demie, il est vide. Au bout d'une minute et demie, il est vide, il s'est vidé dans l'atmosphère, il n'y a pas de pollution, et il n'y a plus de risque. Donc c'est beaucoup plus simple que d'essayer de vider un réservoir d'essence où vous avez une grosse flaque par terre, parce que l'hydrogène, c'est la molécule la plus légère, et donc, automatiquement, elle va repartir. Il y a juste un point avant d'ouvrir la conversation avec la salle. Le point de la souveraineté économique, finalement, puisque là, vous parlez de quelque chose que l'on a tous, que l'on a en Europe. C'est pas du fossile, on ne dépend pas d'autres puissances. Alors ça, c'est aussi la magie de l'hydrogène que j'ai appris en travaillant avec cette molécule. C'est que l'hydrogène, à travers une pile à combustible, donne une autonomie à notre vieille Europe en termes d'énergie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tous des voitures électriques, enfin, beaucoup d'entre nous ont passé à l'électrique, mais pour faire une batterie, il faut aller chercher des produits, des terres rares, dans les pays comme la Chine, le Moyen-Orient, etc., l'Amérique latine. Pour faire une pile à combustible, j'ai besoin d'acier, de polymère ou de biopolymère. Il n'y a pas de terre rare là dans le moteur. Aujourd'hui, il y a un peu de platine pour faire la catalyse, mais toutes nos voitures ont du platine dans les catalyseurs. Ah si, il y a les aimants dans les voitures. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces points ont déjà des solutions technologiques. Maintenant, il faut les mettre en œuvre et les traiter. Mais aujourd'hui, le schéma, il est déjà techniquement fiable depuis longtemps. Et voilà, il y a beaucoup moins de pièces et beaucoup plus de fiabilité sur une pile à combustible électrique que sur un moteur thermique. Des questions? Oui, il y a une question là-bas de notre ami libraire, mais qui peut peut-être aller prendre le micro, ce qui nous permet de rappeler qu'il y a tout un tas de livres fort intéressants de nos intervenants, et pas que de nos intervenants, qui vous attendent juste devant la salle. Oui, bonjour, c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'aimerais savoir votre opinion au sujet du moteur à explosion à l'hydrogène. Et éventuellement, je complète, d'un moteur hybride hydrogène-hydrogène. Alors, la première partie, je la comprends. La deuxième, il faudra que vous me l'expliquiez. Un moteur à explosion à hydrogène complété par un moteur électrique hydrogène. Ok, j'ai bien compris. Donc une hybride. Voilà. Alors, pour la première question, je vais vous donner une question qui est tout à fait simple. C'est que
on a besoin de tout tester. Donc, les moteurs hydrogène thermiques, donc comme un moteur à combustion, il faut qu'ils existent pour qu'on puisse comprendre leur fonctionnement, voir leurs avantages et leurs défauts. L'avantage de cette solution, c'est qu'on n'a pas besoin de casser l'outil de production qui existe sur tous les fabricants de moteurs et de voitures, puisqu'on va juste changer, entre guillemets, des injecteurs, des culasses, des choses comme ça. Donc, on ne change pas le modèle économique de la voiture ou du camion, enfin, de tout ce qui est moteur, à travers ça. Le seul problème, c'est toujours un problème d'efficacité. Un moteur thermique, même avec de l'hydrogène, son rendement, c'est 33% d'efficacité maximum. L'hydrogène a un défaut, c'est le volume de ses réservoirs. C'est très léger, mais c'est très volumineux. Donc, si vous mettez un rendement qui est 2 fois moins bon dans une voiture, ça veut dire que vous allez doubler vos réservoirs, ne serait-ce qu'à cause de ça. Donc, ça, c'est un premier point. C'est que pour moi, on va doubler on va pas être efficace et on va, de ce fait, doubler le stockage nécessaire pour pouvoir faire le même travail. Un autre élément, c'est que, économiquement parlant, ça n'a pas de sens pour moi. Puisque, de toute façon, une pile à combustible, ça a une durée de vie de 10 à 20, voire 30 000 heures sur certains types de technologies. C'est beaucoup plus fiable, beaucoup moins d'entretien qu'un moteur thermique. Donc, à terme, il n'y a aucune raison de continuer avec nos moteurs à explosion. Et d'ailleurs, moi, je vois tous les jeunes que je croise, ils sont déjà passés dans l'électrique. Parce que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de couple, il n'y a pas besoin de boîte de vitesse, tout ça, c'est quelque chose de mieux pour le futur. Quel rendement de Ouais, une question. Alors, attendez. Pour les questions qu'une madame, du coup, était. Vous êtes juste devant le micro. Je vous laisse, madame. Monsieur, vous allez pouvoir après. Bien sûr. Mais au micro. Vincent, ma question est très courte. J'ai peut-être pas bien compris, mais est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi c'est beaucoup plus cher aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'industrialisation? Il y a pas de mass product aujourd'hui, à part en Chine, sur tout ce qui est hydrogène. Ça, c'est vraiment le problème. C'est un problème, mais c'est un problème qui va se régler dans le temps, parce que tout le monde a compris qu'il fallait y aller. Je vous donne juste un exemple. Ça fait 10 ans que, quelle que soit la région du monde, on sait que le kilo d'hydrogène va coûter entre 4 et 6 dollars ou euros à la fabrication. Aujourd'hui, si vous allez regarder le prix d'un kilogramme d'hydrogène, vous allez tomber sur, avant Covid, c'était aux alentours de 10 euros, et puis maintenant, c'est à 20 euros. Parce que quoi? C'est indexé sur les autres produits énergétiques. Et ça, c'est une erreur, parce que finalement, un électrolyseur plus des panneaux solaires, le coût de l'énergie, c'est l'amortissement du matériel, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller faire autre chose. Donc, on sait très bien qu'à terme, alors, c'est aussi, là, je parle pas chinois, mais presque, 1 kilo d'hydrogène, ça vous permet de faire 100 km avec une grosse berline. Ça vous donne une idée du prix. Et aujourd'hui, si on veut fabriquer de l'hydrogène, on le fabrique aux alentours de 4 à 6 euros pour faire 100 km. Donc c'est tout à fait, à terme, intéressant. Mais c'est vendu actuellement. C'est vendu 20 euros, j'ai vu le. Voilà. Monsieur, vous pouvez poser vos questions, mais au micro. Toujours pas la présentation vidéo aussi. Bonjour, Alain Dublin. C'est la question sur le rendement de l'électrolyse. Vous parlez de rendement, donc de la chaîne, Complet. de production et transformation. Alors, les électrolyseurs, il y a plein de types d'électrolyseurs. Et les rendements, alors si on prend le classique, on est aussi aux alentours de 60%. Si vous avez des électrolyseurs qu'on appelle chauds, on peut monter aux alentours de 75, même plus. Voilà. Mais il faut aussi être clair que c'est en plein développement. L'électrolyseur est un point clé, effectivement, parce que c'est la création de l'énergie à travers l'électrolyseur. Alors, pour créer de l'hydrogène, il y a la pyrolyse, l'électrolyse, il y a aussi de l'hydrogène blanc, hein, il y en a qui sort naturellement de la Terre. Donc, il y a plein de méthodes pour pouvoir obtenir de l'hydrogène, mais l'électrolyse est la plus courante. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur, et après, monsieur. Alors, avant tout, merci d'avoir fait l'effort d'emmener votre produit de démonstration pour donner un peu une vision de l'avenir et l'ambition que vous portez depuis 16 ans. En disclaimer, je suis un peu dans le sujet aussi, notamment avec Horizon Fuel Cell au départ en Chine. Donc, j'ai une question d'expert. Comment expliquez-vous qu'avec la capacité que peuvent proposer ces instruments chinois et les enjeux que ça va représenter d'ailleurs en stratégie économique, on ait eu un échec comme celui d'Opium en France et qu'on ait un échec comme celui d'Aizen aux États-Unis. Opium en France, c'est l'ambition de l'automobile grand public. Donc ça peut s'expliquer. Je suis intéressé d'avoir votre formule. Et aux États-Unis, donc Aizen, qui s'est introduit au Nasdaq sur une valeur d'entrée à 2,4 milliards et qui aujourd'hui, donc fabricant des poids lourds,
aujourd'hui vaut 98% de moins. Alors, je peux vous répondre avec l'expérience, parce que finalement, la différence avec eux, c'est l'expérience que j'ai du monde de l'hydrogène, de la mobilité depuis 16 ans. Et surtout pour, malheureusement, Opium. Opium, ça a été créé par mon pilote. Olivier Lombard a passé plus de 5 ans à faire la mise au point de notre voiture, et principalement celle-là. Donc je le connais bien, je vois bien quel est le schéma qu'ils ont pris pour pouvoir lever des fonds et traiter le sujet. Ils ont eu une très bonne idée. Mais le point fondamental, c'est que ça sert à rien d'aller trop vite. Ça sert à rien d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous regardez bien dans le passé, il faut toujours regarder le passé. Les ancêtres, ils ont plein de choses intéressantes et il faut apprendre du passé. Il faut jamais refaire la roue. Le diesel, qui est la base d'un produit pétrolier, parce qu'avant on utilisait principalement l'essence. Ben, moi, je me souviens bien que ça a mis 30 ans pour pouvoir arriver à maturité avec le turbo, etc. 30 ans. Ouais. Ces nouvelles technologies, on est sous pression parce qu'il faut aller vite, mais on va pas pouvoir aller. Il faut surtout pas aller trop vite. Il faut le faire comme il faut. Opium, à mon avis, ils sont allés trop vite. Ils ont fait un plan qui était démesuré par rapport à la qualité la quantité de ressources qu'ils avaient à disposition. Parce qu'en plus, le problème, c'est que sur ces nouvelles technologies, il faut former les gens. Donc, il faut d'abord penser à solidifier les connaissances qu'on a. Sur Horizon, je suis allé en Chine aussi voir Horizon à l'époque, parce que les Chinois sont très, très, très avancés sur l'hydrogène. Les camions, on a fait 2 camions. On a fait 2 camions de 40 tonnes, un pour Carrefour en France et un pour Migros, qui est l'équivalent de Carrefour en Suisse. Eh ben, nous, on est toujours plus intelligents après. Ces 2 camions, j'ai eu à l'époque, les seuls qui m'ont répondu oui, on vous accompagne pour faire des camions hydrogène, c'est les Russes de Kamaz. Je pense que personne connaît la marque. Parce que tous les Européens, il y a 8 ans, nous ont dit « Non, l'hydrogène, revenez en 2030, voire plus, parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, on est très bien avec le diesel. » Donc, ces camions, on les a fait pour montrer que ça fonctionnait, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le marché. Les Chinois ont un vrai marché. Il y a plus de 3000 camions en Chine qui tournent. En Suisse, on en a 50 maintenant. Et en France, ça commence. Il y a Alico, qui était une société avec qui on a collaboré, le projet de camion dont je vous ai parlé. On a vendu la licence de ce que l'on a fait au niveau pile à combustible et moteurs électriques à Helico, de façon à ce que eux puissent gagner du temps pour pouvoir faire du rétrofit sur des camions Renault Truck. Et ça, c'est des éléments. Il faut aller doucement. Si on veut aller trop vite, automatiquement, on va dépenser beaucoup d'argent. Et voilà, c'est typiquement Opium. Hein. C'est dommage parce que je pensais que c'était vraiment une très très bonne idée. La suite n'est pas encore écrite. Mais... Exactement. Monsieur, vous avez une question? Merci, bonjour, je suis Salori. Moi, c'est plus une question complémentaire. On a vu pour les batteries électriques que l'Europe a pris un peu de temps justement pour mettre une restriction en place pour justement garder que les composants électriques en France ou en Europe soient plus compétitifs par rapport à la Chine. Est-ce qu'il y a des mises en place, des boucliers mis en place actuellement justement, parce que vous avez dit que en Chine il y a déjà du mass product. Est-ce qu'il y a des boucliers déjà mis en place par l'Europe justement pour qu'on reste compétitif par rapport à la Chine? Alors, après, la compétition, ça c'est ma vision, désolé, mon côté suisse, moi je pars du principe que ça sert à rien de protéger, il faut surtout aller c'est comme l'intelligence artificielle, dire je freine ce truc-là, c'est une bêtise, il vaut mieux l'acquérir et utiliser tout ça. Après, les Chinois, ils ont une capacité forte, mais ils ont aussi des défauts. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on fabrique des piles à combustible qui sont 2 fois plus chères que les piles chinoises. Bien. Par contre, quand on va voir, là en ce moment, on a des clients américains qui sont venus nous acheter nos piles, elles sont 2 fois plus chères, mais elles sont, fiabilisées, elles ont une densité bien plus forte que les Chinois, et surtout, nous, on leur garantit qu'on peut leur fournir les pièces qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir en Chine. Voilà. Donc, c'est les modèles qu'il faut traiter vis-à-vis de ces... On va jamais être compétitif par rapport à la Chine. Par contre, il y a des marchés qu'eux vont jamais aller chercher. Donc, à nous de jouer et de se positionner. C'est ça l'intérêt. Mais moi, de dire que je vais me protéger contre les Chinois, non. Au contraire, je vais plutôt aller les voir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'ils... Ouais. Je traduis. Une dernière question. Dernière suggestion.
Un dernier point, je sais pas, en faisant la bouche du coche et en essayant de mettre ce qui pouvait fâcher, mais ce qui n'a pas du tout fâché sur la table, j'en ai peut-être oublié, vous en avez pas? Ah si, bah vas-y. Je comptais sur vous. Après, je vais arrêter de poser des questions. Non, c'est la concurrence d'usage d'électricité. C'est-à-dire que comme pas mal d'électricité pour faire de l'électrolyse, on risque, notamment en France, ici avec les centrales nucléaires qui risquent de vieillir un petit peu, d'en avoir moins, ou dans d'autres pays d'avoir une problématique de beaucoup d'électricité nécessaire, l'IA, etc. Et donc, il va peut-être par faire des choix entre l'hydrogène et autre chose. Comment est-ce que vous allez gérer ça pour produire de l'hydrogène, alors que peut-être qu'on n'aura pas suffisamment pour en faire? Alors, je vais vous donner mon côté optimiste parce que me fâcher, c'est compliqué. C'est extrêmement simple. C'est que l'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électrique, batterie, c'est qu'on peut faire de l'électrolyse quand on veut. Donc, c'est un stockage qui est potentiellement tampon. Donc, on peut utiliser de l'énergie électrique, entre guillemets, fatale, qu'on ne va pas utiliser, quand il y a des panneaux solaires, on n'a pas forcément tout le temps la consommation frontale. Si on met des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, cet hydrogène, elle a un coût qui est bien plus bas, parce que finalement, on utilise de l'énergie qui est perdue. Ça, c'est le premier point. Et puis, un autre point, c'est que si on passe sur des modèles, et il faut le passer, qui ont une efficacité de double de ce qu'on a en termes de moteur, ben vous faites l'économie de la moitié de l'énergie nécessaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais si on passe toutes nos voitures en électrique, on va jamais pouvoir supporter la consommation nécessaire. » Non, moi je suis pas d'accord, parce que de toute façon, si on diminue, si je passais, c'est utopique, on est clair, toutes les voitures en électrique aujourd'hui, et si j'utilise l'énergie pour ces voitures thermiques que l'on vient de modifier, donc du pétrole, dans ce cas-là, ben, je vais utiliser la moitié du pétrole nécessaire. Donc dans n'importe quel cas, je vais y arriver. Et dans n'importe quel cas, si je passe sur ces modèles-là, c'est bénéfique pour l'ensemble de la société et de la planète. Donc on n'a surtout pas à se poser la question. Il faut y aller. Il faut y aller. Est-ce que vous avez une coupure d'électricité depuis qu'on met des voitures sur la route? Non. Ben non. Parce que on a des ingénieurs qui sont là pour ça. Et heureusement d'ailleurs. Juste peut-être, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de ça va pas me fâcher, mais le recyclage, de toute façon, je dis ça, non. Alors c'est aussi une très bonne question, et puis je peux pas me fâcher parce que ça va dans le bon sens. Une pile à combustible, c'est de l'acier et du polymère. Donc en gros, c'est des joints de culasse et des sacs poubelles, si vous préférez. C'est de façon très simple. Et donc, recycler des joints de culasse et des sacs poubelles, c'est extrêmement facile. Il n'y a rien à faire. Il y a un peu de platine, et le platine se recycle à 95%, enfin 95%. Donc, oui, le recyclage, c'est bien plus simple que typiquement pour une batterie. Merci beaucoup, Jean-François.